je vous propose que nous démarrions. Hein. Je pense qu'on pour ceux qui sont là, on va démarrer à l'heure pour pouvoir évidemment terminer à l'heure. Avant de laisser la parole à Clarisse, merci pour votre présence. On est ravis de vous accueillir pour le dernier webinaire d'une série de 6 webinaires qui avait vocation depuis début juillet de vous faire partager cette étude sous différents angles. Aujourd'hui, cette séquence elle est dédiée à 3 thématiques qui sont abordées dans le cadre de l'étude, qu'on va détailler avec l'équipe projet, à savoir Franck Delpal de l'IFM, Igor Chen et moi-même, avec 3 zooms, l'un sur la transformation et la culture, l'autre sur la data client et la troisième sur l'innovation. Cette séquence, alors juste de manière très pratico-pratique avant de laisser la parole à Clarisse, on est peu nombreux cette fois-ci, mais juste par souci de fluidité, je vous invite à éteindre vos micros et puis surtout n'hésitez pas à poser vos questions sur le fil de la discussion que nous regardons de manière instantanée. Et en termes de déroulé, ce que je vous propose, c'est que on fasse relativement court, nous, dans notre présentation. Donc, je pense qu'on va essayer de faire tenir ça dans une grosse heure pour vous laisser le temps, si vous le souhaitez, de pouvoir interagir, nous poser vos questions, que ce soit d'ailleurs propre aux thématiques qu'on aura abordées ensemble ou plus largement sur les thématiques complémentaires que sont la RSE, le modèle marchandise, mais également pour ceux qui ont peut-être eu l'occasion de traverser l'étude sur la partie qui correspond à la caractérisation des modèles gagnants. Voilà, donc on aime l'interaction et c'est aussi des séquences, en plus aujourd'hui on est une grosse vingtaine, donc profitons-en pour pouvoir aussi interagir et nourrir votre réflexion et la nôtre sur ce sujet-là. Clarisse, je te passe peut-être la parole pour introduire la séquence. Bien, écoutez, merci. Dernier webinaire à propos de cette incroyable étude, qui est certainement l'étude la plus approfondie qui existe au monde sur le sujet clé de ces nouveaux modèles économiques. Vous savez tous et toutes qu'il y a des profondes transformations à l'œuvre dans notre secteur. Ces transformations étaient déjà en gestation et apparaissaient déjà avant la crise du Covid. En effet, nous les voyions déjà avant que cette crise éclate et la crise du Covid n'a fait que confirmer ces indications. Alors, cette étude est le fruit d'une volonté des fédérations et du défi, financée par le défi, merveilleusement, fantastiquement réalisée avec un travail fou, je vais dire, de toute l'équipe KA IFM. Merci à vous, vraiment, c'est un fantastique travail dont vous pouvez être vraiment fiers et pour lequel vous apportez beaucoup, beaucoup à la filière et aux entreprises. Les 3 sujets évoqués sont totalement clés. Je veux dire, la data, aujourd'hui, est quelque chose dont nos entreprises ne peuvent plus se passer. L'innovation, qu'elle soit immatérielle, d'organisation, de business model ou technologique également. Et la culture, sous ce terme un peu évanescent, est extrêmement important. On s'aperçoit aujourd'hui que les entreprises qui sont le plus dynamiques, qui réussissent mieux à traverser ce tsunami que nous vivons, sont des entreprises qui ont des valeurs extrêmement fortes, des méthodes managériales qui sont en totale adéquation avec leurs valeurs et il y a une totale cohérence entre les valeurs internes et externes. Et maintenant, je vous laisse la parole. Merci. Alors, je rebondis sur les propos de Clarisse. Alors, je vous rassure, nous ne sommes pas fous. Je pense qu'on est juste avec l'IFM passionnés et on était très heureux de faire ce travail ensemble pour conjuguer nos regards, conjuguer nos expériences et pouvoir créer en fait au fond un bien commun. Nous, on était très heureux de pouvoir réaliser ce travail pour l'ensemble des fédérations. Je pense que le challenge était de taille puisque l'idée, c'était de pouvoir
apporter de la pertinence dans un spectre, je pense, extrêmement large, hein, que ce soit par rapport au segment de marché, puisque l'étude couvre de l'entrée de gamme jusqu'à la création, destinée à des dirigeants, des entrepreneurs de structures de 2 millions d'euros jusqu'à plusieurs milliards, et que ce soit des entités naissantes en croissance ou des entités, on va dire, en maturation qui devaient se transformer. Donc, je dirais que le point de départ était effectivement un peu fou. Le challenge des fédérations et de Clarisse bien réel, et surtout les objectifs très concrets et très précis, puisque l'idée de cette étude dont on vous fait une restitution volontairement très circonscrite, c'était très clairement 3 objectifs, hein, qui étaient de dire au fond, essayons de comprendre aujourd'hui, dans cet univers de la mode qui se construit, se déconstruit, se transforme en permanence, quels sont au jour d'aujourd'hui, et donc pas dans une logique prospective à 10 ans, ni dans une logique rétroviseur à 10 ans, quels sont aujourd'hui les modèles économiques à succès, comment on peut caractériser ces modèles, que ce soit en termes de métriques opérationnelles ou métriques financières, quel que soit le segment de marché. Et au-delà, je dirais, de cette caractérisation, c'était aussi de comprendre et de donner des clés de lecture à chacun d'entre vous sur, au fond, quels sont les ingrédients, quels sont les paramètres qui permettent en fait de créer ces modèles gagnants. Que ce soit des paramètres de nature stratégique, de nature organisationnelle, mais aussi de nature très opérationnelle. D'où, je dirais, un certain nombre de thématiques qui nous sont apparues, et le nous étant les dirigeants interviewés, les fédérations, le défi, et puis nous, conseil, KEA et IFM, des composantes qu'on a souhaité investiguer, et effectivement, comme le disait Clarisse, qui nous paraissent aujourd'hui incontournables, qui ont été re-questionnées d'ailleurs pendant la crise, bien évidemment, et dont, je dirais, la conviction partagée par chacun d'entre nous, c'était que la crise ne faisait que renforcer et ne faisait que catalyser ces paramètres. Concrètement, l'objectif de cette étude, c'est aussi d'être très pragmatique et de viser à l'action. Je pense que la réflexion, c'est très bien. L'action, c'est encore mieux. Et je dirais qu'au-delà de vous apporter, je dirais, des convictions qu'on souhaitait apporter à ce travail-là, ce qu'on a souhaité aussi, c'est vous apporter des témoignages. Donc, l'étude est pleine d'illustrations de marques, de dirigeants qui se positionnent sur soit des sujets globaux, soit plus spécifiquement sur quelques thématiques, et aussi de vous apporter des outils. L'idée, c'est aussi sur chacun des sujets, que ce soit dans des logiques de premier pas ou dans des logiques plus matures, de pouvoir vous donner des éléments très concrets, d'activation de la réflexion avec vos équipes. Et puis, juste en termes méthodologiques aussi, cette étude, elle est lourde, hein, elle fait 140 pages, on ne peut pas la lire, on peut la lire de manière exhaustive en 2 heures, on peut aussi la lire de manière très raccourcie, et dans chacun des chapitres, vous trouverez également une espèce de synthèse en un clin d'œil. C'est un encart qu'on a apporté pour vous permettre de partager et pour vous permettre aussi de traverser l'ensemble des sujets. Voilà. En termes de méthode toujours, et je m'arrêterai là sur la partie méthode, la façon dont on a travaillé, évidemment, on a démarré les travaux en début d'année, on a atterri au mois de juin, on a évidemment intégré l'ensemble des éléments liés à la crise, que ce soit en termes d'impact sur les modèles, mais aussi en termes de facteurs de résilience. Et pour ce faire, en fait, c'est adossé sur une quarantaine d'entretiens de dirigeants, de parties prenantes de secteur, de personnes aussi qui étaient dédiées au financement du secteur, que ce soit au niveau de la BPI, mais aussi on a sollicité un certain nombre de fonds d'investissement. Tout ça pour avoir un panel le plus représentatif possible de notre filière, en France comme à l'international, sur différentes tailles d'actifs et à différentes étapes de développement. C'est des entretiens qui ont été très très riches et qui nous ont permis, je pense, de couvrir avec chacun d'entre eux l'ensemble des sujets. En étant aussi capable, avec certains d'entre eux, de rentrer aussi dans leur intimité opérationnelle, voire économique. On a souhaité, pour caractériser les modèles gagnants, faire un travail très approfondi d'analyse financière, en s'attendant aux comptes publiés,
et donc que ce soit des comptes publiés en France ou à l'international. Et ce qui nous semblait aussi intéressant dans cette caractérisation, c'est de voir les dynamiques. Donc, ça ne fait pas l'objet de la présentation d'aujourd'hui, mais je vous invite vraiment à vous plonger dans cette seconde partie de l'étude qui est structurée par niveau de gamme et au sein de chaque niveau de gamme par taille d'entreprise. Et on a souhaité en fait vous montrer finement quels étaient les profils économiques, quels étaient les types de PNL caractérisant ces modèles gagnants, avec notamment, et c'est vrai que moi, pour avoir fait l'exercice hier avec un dirigeant qui souhaitait que je lui partage dans le détail les caractéristiques des modèles gagnants sur son segment de marché, c'est vrai qu'un travail assez précis d'analyse des fourches mini-maxi, que ce soit sur des mix de chiffre d'affaires, de poids du digital, poids international, et puis aussi en termes de ratio d'OPEX pour aller jusqu'à l'EBITDA. Et pour ceux qui aiment les chiffres, en tout cas, je pense que c'est un vrai point de repère et à des vraies pistes de réflexion pour infléchir dans ces stratégies de développement. Et puis évidemment, on a intégré dans nos travaux tout le corpus et toutes les publications qui nous animent, IFM et KEA, au service de cette étude. Pour ceux qui n'auraient pas la possibilité de rester jusqu'au bout, ce que je vous propose, c'est de manière assez rapide de pouvoir vous apporter en quelques minutes, je vais essayer de ne pas dépasser les 5 bonnes minutes, en un clin d'œil les enseignements de l'étude. Vous voyez, il y a 4 points. Premier point, ce qui nous a marqué, et là je m'adosse vraiment à au retour des dirigeants, donc on est vraiment dans l'exploitation, j'ai envie de dire, de cette quarantaine d'entretiens. Ce qui est ressorti de manière extrêmement forte, c'est que, bien sûr, bonne nouvelle, ces modèles gagnants nous confirment une pluralité des modèles gagnants. Et évidemment, il n'y a pas une seule bonne recette et chaque segment, chaque taille d'entreprise a la possibilité d'avoir un champ de possibles très ouvert. Il n'en reste pas moins qu'on a été extrêmement marqué par cette convergence sur la nécessité de retravailler des prérequis qui sont finalement totalement les mêmes, quelle que soit la structure et quel que soit le segment. Les 5 thèmes, on en parlera dans un instant. Si je commence par les prérequis. Les prérequis, ce qui ressort de manière très très forte des entretiens, c'est de dire au fond aujourd'hui, ça n'est presque même pas la peine de commencer à réfléchir à une transformation, une création d'actifs sans aujourd'hui se donner une énergie folle à se re-questionner sur la valeur de marque. Ce qu'on a entendu, alors si je vous donne quelques verbatims, un verbatim qui nous a beaucoup marqué, c'était de dire aujourd'hui, on ne vend plus de produits, on vend de la marque. Sous-entendu que dans notre secteur, dans notre filière, il faut aller bien au-delà du produit et en termes de prérequis fondamentaux, travailler sur le contenu de la marque, la singularité de la proposition de valeur et la clarté de la cible client. Alors, ça paraît extrêmement tarte à la crème quand je le dis comme ça un vendredi soir à 17h47, mais c'est vrai qu'on a quand même été marqué par ce point d'entrée qui est revenu de manière absolument systématique, que ce soit dans la bouche d'une Elisabeth Cunin qui incarne Kiabi, dans la bouche de Frédéric Bious qui incarne CP, ou même de Pierre-Arnaud Grenade pour la marque Bâche, c'est-à-dire de vraiment cette idée de dire nous ne pouvons plus nous contenter d'être des vendeurs de produits, de silhouettes, de style. Aujourd'hui, nos clients nous demandent un absolu engagement dans ce qu'on veut dire, dans le sens qu'on veut apporter à notre produit, à notre marque. Et je fais juste une petite parenthèse. Vous avez la possibilité de pouvoir accéder à la publication d'un baromètre qui a été publié avant-hier par nos équipes prospectives Tilt avec EPSI, où en fait tout l'enjeu c'était de mesurer l'appétit des consommateurs par rapport aux marques et notamment leur niveau d'attente en termes d'engagement. Et un des enseignements majeurs, et là on est sur des marques tout secteur confondu et toute taille confondue, c'est qu'on voit qu'aujourd'hui l'attente des consommateurs en termes d'engagement et en termes de sens ne fait que croître et avec des sauts très très forts d'année en année. Pour mémoire, entre 2017 et 2019, on a été sur des sauts de plus de 10 points, donc statistiquement on sait que c'est très très important dans cette logique-là. Deuxième prérequis, c'est l'activation d'une stratégie RSE.
Je ne vais pas rentrer dans le détail ce soir, mais évidemment, vous verrez dans les résultats des thématiques majeures, c'est la première thématique dans laquelle s'inscrivent aujourd'hui les acteurs, en disant aujourd'hui, quel que soit notre degré de maturité, cette volonté d'entrer dans cette, d'activer, d'amplifier avec une logique de petits pas, c'est un deal breaker pour nos clients et pour nos équipes et nos partenaires, de ne pas avoir en main, en tout cas, une vision de la RSE et de ne pas aujourd'hui apporter des réponses sur ce qu'une marque est capable de faire dans ce champ-là. Troisième prérequis, modèle gagnant égale modèle ouvert à l'international, ou en tout cas modèle capable de créer les concepts, les dérivés de concepts, les modèles commerciaux qui peuvent s'inscrire dans une logique de dérisquage et de relais de croissance versus un marché France qui est quand même perçu comme un marché au mieux résilient, voire structurellement baissier. Le dernier élément sur les prérequis, et là également c'est revenu de manière absolument unanime, c'est l'enjeu aujourd'hui souligné par les dirigeants d'aller beaucoup plus loin dans l'exigence en termes d'excellence opérationnelle, mais aussi en termes de KPI. Les quelques dirigeants qu'on a pu interroger qui ont eu des parcours hybridés entre des secteurs industriels et les secteurs de la mode en particulier, ont lourdement insisté là-dessus en disant on est encore dans un secteur on est encore des acteurs qui n'avons pas encore atteint les niveaux nécessaires de culture de la mesure et culture du pilotage, avec cette capacité aussi à recréer des indicateurs stratégiques pour pouvoir mieux suivre l'activité. Ça, c'est les prérequis. Sur les thématiques, on s'était posé la question avec l'équipe projet, puis aussi avec l'ensemble des fers à de se dire au fond, cette caractérisation des modèles, elle s'appuie sur quels paramètres et quelles sont aujourd'hui les thématiques absolument stratégiques qu'il faut activer en tant qu'acteur de la mode pour pouvoir construire ces modèles gagnants. Très simplement et en un clin d'œil, aujourd'hui apparaissent en fait 5 thématiques majeures. Alors vous voyez sur la partie gauche du panneau, à la question « Ce thème est-il un sujet stratégique pour vous ?» Vous voyez que deux thématiques sont des absolues priorités pour les personnes interrogées, donc, que sont la RSE, comme je vous le disais en numéro 1, et puis la stratégie data dans laquelle vous emmènera Igor dans quelques minutes, stratégie data dans cette réflexion d'accroissement de la valeur client, avec cette idée sous-jacente qu'aujourd'hui, une façon aussi de revoir la performance et la valeur d'une marque, c'est d'aborder cette notion de performance autour de la valeur client. Troisième thématique, refonte du modèle marchandise, qui inclut l'ensemble du modèle opérationnel. Quatrième thématique, culture et dynamique de transformation. Et vous voyez que la thématique de l'innovation qu'on va aborder ce soir avec Franck est une thématique identifiée comme moins stratégique entre guillemets, et en fait quand on creuse la raison de cet écart en termes de réponse, on est plutôt sur des raisons relatives aux moyens associés pour creuser cette dimension innovation, et donc avec une vraie question d'une part de la maturité, des moyens alloués et de la capacité aussi à comprendre le champ des possibles en termes d'innovation. Ça, c'est sur le niveau de priorité stratégique. Sur le niveau de maturité, vous voyez qu'on a des résultats qui sont plutôt hétérogènes. Bonne nouvelle, la RSE, les actions sont engagées par tous, qu'elles soient au démarrage ou bien avancées. Ce qu'on peut vous confirmer, c'est qu'on a évidemment re-questionné une partie de notre panel pendant le Covid et après le Covid, avec une question très simple qui dit, en fait, est-ce que cette crise fige un certain nombre d'initiatives ou au contraire les accélère? Globalement, on a plutôt une sécurisation des actions engagées, voire une amplification, et notamment sur la partie sourcing. Sur la partie data, comme vous pouvez le voir, on a une partie des dirigeants qui se considèrent comme au démarrage, avec un enjeu fort qui est posé, qui est un enjeu d'investissement, que ce soit investissement technique, mais aussi de recrutement de compétences pour mener à bien ce projet-là. Le modèle marchandise, on est entre guillemets à mi-chemin. Moi, je pense qu'on devrait être beaucoup plus avancé et que je pense qu'on a aussi beaucoup d'acteurs qui se sont considérés comme en retard par rapport aux urgences de refondation de ce modèle.
Et puis sur la partie dynamique de transformation et culture, ça, ce sont des chiffres qui sont aujourd'hui plutôt marqués sur l'avant-Covid. Moi, j'ai été absolument marquée par les témoignages des dirigeants qui aujourd'hui considèrent que ce soit en termes de posture, de comportement, de mode opératoire, d'organisation, le Covid a apporté beaucoup de bénéfices et que ce qui a été apporté en termes de simplification, de raccourcissement de processus de décision, de capacité de délégation, c'est quasiment un actif du Covid qu'aujourd'hui beaucoup d'acteurs souhaitent travailler et amplifier. Et donc je pense que si on refaisait les statistiques quelques mois après ces premières interviews, on aurait une volonté d'aller beaucoup plus loin dans cette transformation. Sur le troisième enseignement, en fait, ce que j'évoquais tout à l'heure en termes de pluralité et surtout l'idée de ne surtout pas avoir une vision univoque avec l'idée d'un seul modèle mimétique sur lequel chaque marque pourrait s'ancrer. Néanmoins, on a quand même également de la convergence sur la caractérisation de ces modèles gagnants. Premier élément de convergence, c'est l'hybridation. Quelle que soit la taille, quel que soit le niveau de gamme, ceux qui sortent du lot, excusez-moi l'expression, que ce soit en termes de trajectoire de chiffre d'affaires, en termes de niveau d'EBITDA généré, parce qu'à un moment, on est aussi basico-basique à avoir ces métriques quand même là en tête, ce sont quand même des marques qui ont réussi, quels que soient les moyens, à hybrider. Hybridation des canaux de distribution, hybridation des modèles commerciaux, hybridation du sourcing et d'être capable de pondérer les risques à tous les niveaux de leur chaîne de valeur. Le deuxième enseignement, c'est que on est marqué par cette capacité aussi, dans tous les cas de figure, à pouvoir raccourcir le temps, l'espace et de s'adosser quand même à une vraie qualité d'exécution, que ce soit dans les parties amont, sourcing, time to market, mais également sur tous les champs du commerce, de la relation client, et avec des exemples très marquants que je vous invite à explorer dans l'étude, de petites structures, y compris des petites marques de création qui, pendant le Covid en particulier, ont vu l'assèchement immédiat de leur carnet d'ordre, de leur multimarque et de leur multisell traditionnel, qui ont eu la capacité à switcher en digital en l'espace de quelques semaines. Des personnes qui ont su, voilà, des marques qui ont su transformer complètement leur approche du terrain en redonnant la main au management intermédiaire pour permettre à leurs équipes terrain, malgré le fait que les magasins soient fermés, de se redynamiser, etc. Donc, on voit bien que la vélocité, la rapidité à pouvoir engager des actions est un élément déterminant. Je fais juste une parenthèse, on a quand même dans cette étude aussi regardé ce qu'on appelle des gros paquebots, des blockbusters. Une fois de plus, dans les blockbusters internationaux, que ce soit des marques ou des enseignes, il y a vraiment une vraie différence dans les capacités d'exécution qui se déclinent derrière dans les profils économiques et financiers. Cette qualité d'exécution, autre point convergent, quand on regarde les chiffres et qu'on remet en perspective ces chiffres avec les modes opératoires et qu'on arrive à creuser ces réflexions-là avec les dirigeants qui l'incarnent, ce qui ressort de manière systématique, c'est vraiment cette capacité à avoir des équipes, des parties prenantes capables de pouvoir jouer l'exécution de manière autonome et d'avoir une vraie vitalité en termes d'engagement et de fidélisation. J'en reparlerai là dans la partie culture. Concrètement, et les chiffres le montrent, plus les entreprises ont une culture forte, qui dit culture forte dit engagement des collaborateurs, capacité pour eux de développer l'autonomie et avoir un terme de développement professionnel, plus la profitabilité est forte. Et ça, c'est des choses qu'on mesure chaque année de manière absolument évidente. Le dernier point et le dernier enseignement, c'est la question de l'identification des modèles gagnants post-crise et donc la question des facteurs de résilience sur lequel on est revenu dans le cadre de l'étude. Sans surprise, en écho avec ce que je disais tout à l'heure, dans les éléments qui ont été identifiés comme des éléments absolument clés de résilience, premier élément, la raison d'être. Et d'ailleurs, je vous invite à lire
très belle interview de Riccardo Bellini à ce sujet sur le fait de dire finalement la résilience, c'est aussi la capacité à garder le cap et à pouvoir être clair sur notre raison d'être. Évidemment, le profil, le rythme et le financement de la croissance et cette capacité à pouvoir avoir du souffle par rapport au projet qu'on peut sécuriser. L'agilité des organisations, qui fait écho à ce que je venais d'évoquer en termes d'engagement et d'autonomie des équipes. Et puis, le dernier élément qui aujourd'hui est un élément évidemment central, qui est la capacité des marques qui se sont considérées comme résilientes et qui considèrent aujourd'hui être en capacité de pouvoir se redéployer, de pouvoir variabiliser les coûts, que ce soit les coûts d'exploitation, mais également les coûts fixes et les frais de siège, et garder, je dirais, en premier point d'entrée, la culture du cash. Et moi, on a eu beaucoup de dirigeants qui ont été extrêmement transparents dans cette idée de dire, au fond, on a des équipes qui sont beaucoup dans la culture du chiffre. Nous, en tant que dirigeants, on est évidemment beaucoup dans la culture de l'EBITDA et de la rentabilité des capitaux investis. Aujourd'hui, plus que jamais, au centre de la table et pour tout le monde, doit s'amplifier la culture du cash. Voilà. Je vous propose de rentrer dans le partage de ces trois thématiques évoquées précédemment. Je vais démarrer sur effectivement je dirais le thème le plus soft, mais qui nous paraît évidemment le plus important, qui est celui de la culture d'entreprise et la capacité à transformer ses pratiques, transformer ses organisations. Ce thème, il pose la question de l'agilité, de la responsabilisation au cœur des transformations, comme je l'ai évoqué précédemment, avec cette idée de dire au fond, nous, en tant qu'acteurs économiques, dans notre secteur en particulier, nous sommes, je dirais, structurellement télescopés par un certain nombre de mouvements, de changements de paradigme. Je pense que notre secteur ne vit pas la première crise et ne vit évidemment pas la dernière, avec cette idée d'avoir, et les économistes ont théorisé sur ce concept issu de l'armée, le fait que le contexte aujourd'hui est un contexte dit VUCA, c'est-à-dire volatile, incertain, ambigu, complexe. Et ce contexte-là, en fait, ce qui marque aujourd'hui les réflexions prospectives, c'est que, en fait, c'est un contexte où les changements associés à ce monde-là sont de plus en plus rapides. Il y a l'ampleur du changement, mais aussi la rapidité à laquelle ces changements doivent être appréhendables et la façon dont ces changements viennent télescoper les marques, viennent télescoper les entreprises, et à quel point, en fait, les équipes et les marques doivent se mettre en situation de répondre et de répondre vite. Alors, on vous a mis quelques exemples d'inflexions qui ont été identifiées comme des inflexions, je ne dirais pas évidentes, mais enfin des inflexions qui ont été captées dans le cadre de nos réflexions, en se disant, au fond, quand on est dans ce contexte-là de crise, qu'est-ce qu'on a pu capter comme capacité à bouger vite et à pouvoir modifier à court terme et de manière significative les modèles et les marques. Donc, évidemment, ce qu'on a capté, c'est premier élément de réponse, c'est capacité à être flexible, capacité à pouvoir le mieux possible, le plus vite possible, variabiliser les coûts et être capable aussi, et ça c'est un point très important, de se dire au fond, on a vécu pendant très longtemps avec des budgets, des plans à 3 ans, des forecasts de produits très déterminés. Aujourd'hui, tout l'enjeu, c'est que dans ce monde qui bouge, qui évolue, c'est d'être capable de l'être beaucoup moins et d'être capable de se redonner du champ et de se redonner du vide. Agiliser les modes de fonctionnement, ça c'est sûr. L'agilité, j'y reviendrai dans un instant, ça veut dire quoi concrètement? C'est se dire qu'aujourd'hui, quels que soient les processus métiers, de création, développement, production, distribution, vente, relation client, c'est d'être capable de se dire, au fond, est-ce que je suis capable très rapidement de pouvoir aller beaucoup plus vite, de pouvoir travailler en mode test and learn et de pouvoir dépasser finalement un processus complexe par nature et de prendre des raccourcis, de sauter des étapes, de renoncer, voire prendre des risques pour pouvoir répondre le mieux possible à ce que je perçois du marché.
Le troisième élément, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est cette idée de définir un cap. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ce qu'on a constaté et ce qui nous a été confirmé, c'est qu'il y a une vraie remise en question sur la façon de définir les plans stratégiques, définir les business plans, en se donnant beaucoup plus de marge de manœuvre et en raisonnant avec, dans des logiques de scénario beaucoup plus ouverts au risque, mais également à l'opportunité. Et le dernier élément, c'est la question de l'outillage des prises de décision. Et je laisserai Igor vous donner pas mal d'éléments sur ce sujet. Ce qui est ressorti aussi en termes d'inflexion, c'est de dire, au fond, aujourd'hui, on n'a pas en main les bons outils, on n'a pas en main les bons indicateurs. Et pour décider plus vite, il y a évidemment la délégation, mais également la réinvention des outils et des critères qui doivent nous permettre de mieux décider. J'en dis pas plus parce que sur la partie client, Igor rentrera dans le détail. Alors, ça, c'est des exemples concrets, mais si on prend un petit peu de recul, en fait, ce qui nous a, au-delà des inflexions, ce qui nous a en fait sauté aux yeux, c'est de se dire, en fait, le premier élément, la première composante pour être un modèle économique gagnant dans la mode, c'est au fond se re-questionner sur le type d'entreprise qu'on a envie d'être et la façon dont on peut transformer l'entreprise dans laquelle on s'inscrit. Et en fait, il y a une conviction assez forte. Alors, le concept, c'est entreprise alerte, c'est de dire au fond, il y a des entreprises qui sont en voie d'apparition, qu'on a appelées entreprises alerte, c'est-à-dire la capacité des entreprises à se transformer pour développer une ouverture extrêmement forte sur l'écosystème et développer aussi une capacité très forte à mieux exécuter les stratégies et à se diversifier dans la façon de faire. Alors, pour y arriver, il y a un point quand même incontournable, c'est d'être capable d'être extrêmement clair et d'être extrêmement cohérent entre les valeurs, ce que l'on est et là où on veut aller. Et il y a cette forme de verticalité qui est de dire, au fond, on a deux composantes majeures qui nous permet d'être puissants et d'être singuliers, d'être aspirationnels pour nos équipes et pour nos clients. C'est savoir d'où on part, bien comprendre nos forces, capitaliser sur nos forces, et ce qui nous permet au fond d'être extrêmement authentique et de pouvoir définir un sens, un cap inspirant et très cohérent. Et puis, ces deux axes, cet axe-là vertical, au fond, il n'a de sens que si on arrive à travailler le comment. Et le comment, c'est aussi la capacité à pouvoir se dire, en tant que marque, bien au-delà des tendances, je dois être capable d'activer une meilleure compréhension des signaux faibles, une meilleure capacité d'anticiper. Moi, j'ai été marquée par, une fois de plus, en termes de restitution, par ce point-là qui a été quasiment systématiquement évoqué par les dirigeants qu'on a pu interviewer, de dire, au fond, on écoute nos consommateurs, on regarde, on écoute de plus en plus les prescripteurs, mais est-ce qu'aujourd'hui, en tant que marque de mode, on écoute suffisamment ce qu'on appelle les signaux faibles, c'est-à-dire les évolutions socio-économiques, les évolutions sociétaux? On a plutôt une réponse négative. Non, on doit vraiment se mettre en capacité de mieux détecter, de mieux comprendre. Et puis surtout, le point le plus important qui a été évoqué unanimement, c'est de dire on doit être capable de pouvoir mieux travailler en termes d'agilité, on doit pouvoir véritablement faire évoluer nos modes de fonctionnement et pouvoir en permanence se re-questionner sur notre façon de faire, assumer le risque, être capable de faire des erreurs et de laisser à nos équipes la capacité à pouvoir faire des erreurs. Authenticité, aspiration, autonomie, anticipation, agilité, c'est un peu les 5 A de cette idée d'avoir une entreprise alerte. Alors, si je donne des exemples extrêmement concrets, parce qu'au fond, tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? À titre d'illustration, on s'est permis, dans le cadre de l'étude, de pouvoir illustrer par quelques exemples. Il y a un exemple qu'on a pu mettre en avant, c'est notamment la marque Gagny, donc qui n'est pas une marque française, qui est une marque scandinave, qui aujourd'hui a une dérivée économique
très positive. Hein. C'est une marque qui a été fondée en 2009 par un couple scandinave. Lui était issu de l'informatique et elle créatrice. Et qui, dès le démarrage, a beaucoup travaillé ces deux axes. D'une part parce qu'ils avaient une conviction profonde, c'était en capacité leur volonté d'incarner un esprit scandinave et donc d'être capable de pouvoir donner beaucoup de sens à la création, tout en voulant absolument, dès le démarrage, être en capacité de pouvoir laisser à leurs équipes beaucoup d'autonomie et surtout de développer une énorme agilité en intégrant dès le démarrage la compréhension fine des clients, notamment par la data, en capitalisant sur le background techno d'un des fondateurs. Pourquoi j'évoque ça, c'est qu'aujourd'hui, ce qui a fait, quand on demande aux fondateurs ce qui a fait leur réussite, et quand on demande finalement à l'actuel CEO, Andrea Baldo, d'expliquer en fait les clés de la réussite. Alors, bien sûr, il y a le fait d'avoir capté une vague, je dirais, d'appétence pour une mode type scandinave. La première chose qu'ils évoquent, c'est la culture. Et unanimement, ils disent, au fond, notre réussite de départ et notre réussite actuelle, c'est notre capacité à avoir pu développer une culture de la curiosité, une culture de l'autonomie de nos équipes et une culture de l'agilité, donc adossée aux méthodes MVP, donc issues de l'informatique, et de se dire, au fond, on se donne le risque de se tromper, on se donne le risque de sortir des sentiers battus et des plans stratégiques qu'on a identifiés. Ça a été une des premières marques à travailler avec des blogueuses, une des premières marques à vendre sur les réseaux sociaux, à continuer à faire du wholesale malgré toutes les recommandations d'aller accélérer le retail. Et le verbatim d'Andrea Baldo, qui aujourd'hui a repris la direction de cette marque, c'est de dire, au fond, mon souci au quotidien, c'est de ne pas aller trop vite dans un statut de corporate. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui a doublé, qui a triplé d'activité en l'espace de 10 ans et qui aujourd'hui se force, entre guillemets, à garder cette agilité, ne pas trop structurer ses équipes pour leur laisser du champ et de la marge de manœuvre. Donc la culture, elle est au cœur du sujet. Être alerte, travailler ces deux axes, c'est évidemment pouvoir se transformer et travailler la culture. Cette culture, c'est pas un concept abscon, c'est des choses très simples en fait. Hein. La culture, c'est ce qui fédère les personnes, c'est ce qui se décline en mode de fonctionnement, c'est ce qui se décline en rituel. Et on a pu avoir beaucoup de témoignages sur la capacité de certains dirigeants, soit de réactiver une culture. Je pense notamment à Jean-Christian Fauvet de Fusal, qui a beaucoup souligné le fait que pour réactiver la marque, il avait aussi beaucoup travaillé l'engagement de ses équipes. On a des enseignes absolument emblématiques en termes de culture, comme des enseignes comme Kiabi, hein, qui vraiment valorisent cette idée que la culture Kiabi est un élément fondamental de la réussite de ses équipes, mais aussi de la réussite du modèle. Et en fait, très concrètement, quand on regarde les éléments qui sont des leviers pour transformer la culture, il y en a 4. L'incarnation du top management, la capacité à agir en local pour pouvoir diffuser le sens et rythmer les équipes par des rituels très simples, travailler les actions emblématiques, je pense qu'il y a beaucoup d'actions emblématiques qui ont été activées notamment pendant le confinement, et puis travailler ce qu'on a appelé la notion de dynamique d'engagement, c'est-à-dire pouvoir être capable à tous les niveaux, d'avoir des personnes capables d'influencer, capables de pouvoir montrer l'exemple et en capacité à prendre des risques, donner les moyens de tester et pouvoir, et j'insiste beaucoup, pouvoir agir à petite échelle pour entreprendre et développer l'initiative. J'insiste beaucoup sur ce point-là. C'est remonté de manière quasiment systématique de dire au fond, aujourd'hui, dans des structures qui sont quand même encore très silotées, très verticalisées, où on a des niveaux hiérarchiques très importants, il y a cette idée vraiment de télescoper et de remettre en cause ces structures-là dans des logiques de tribus, de task force,
sans trop d'état d'âme aujourd'hui. Et donc, je pense que c'est une voie qui est extrêmement intéressante pour jouer justement ces inflexions, jouer ces expérimentations. Voilà. Si vous avez des questions, je vous propose qu'on en reparle en fin de séquence. Je vais laisser la parole à Igor sur la partie valeur client. Bonjour à tous. Donc, le sujet de l'approche par la valeur client, c'est un sujet important qui va au-delà de la question de l'orientation client d'une entreprise. L'approche par la valeur client, c'est quoi? C'est le développement de produits ou de services qui soient le plus en phase possible avec les attentes d'un client individuel ou d'un groupe de consommateurs. Et derrière le groupe de consommateurs, on entend les communautés, les cohortes, les segments. Donc, c'est une approche qui est tirée des acteurs D2C, donc Direct to Consumer, et plus précisément du modèle d'abonnement dans lequel le client était assimilé et est toujours assimilé à un revenu mensuel récurrent. L'objectif de l'approche par valeur client, c'est de maximiser la valeur financière à long terme apportée par les clients. Donc, on va essayer de regarder de manière concrète et opérationnelle comment est-ce que ça se traduit. Donc, vous le savez, pourquoi est-ce qu'on se pose la question alors que depuis plusieurs décennies, finalement, il y a une mine d'informations qui est déjà existante? C'est sûr que la multiplication des parcours et notamment l'omnicanal fait qu'il y a de plus en plus de points de contact. Qui dit point de contact dit capacité finalement à tirer davantage d'informations. Donc en fait aujourd'hui, chaque marque, et ça je pense que c'est un des points qu'on va y revenir souvent, c'est que quel que soit le segment, quelle que soit la taille, a à sa disposition une mine d'informations. Préférences des consommateurs, fréquence d'achat, les intérêts, les classes d'âge, niveau de pouvoir d'achat. Donc, il y a plein d'informations finalement à disposition des marques les parcours, et notamment les parcours digitaux, sont également des mines d'informations en fait. C'est qu'on peut regarder les pages online visitées, les informations données sur les produits recherchés, la couleur, la taille, la forme, les articles qui font l'objet d'un fort taux de conversion versus des articles qui au contraire sont mis dans le panier et sont rejetés derrière. Et c'est toutes les analyses finalement approfondies de ces données qui permettent d'anticiper les tendances, d'anticiper les attentes clients, de prévoir les achats, de diminuer l'attrition, de booster la fréquence et le panier moyen, et du coup de développer de nouveaux produits. Donc en fait, on voit bien qu'en travaillant la valeur client, ça permet de maximiser je dirais les enjeux business. Et d'ailleurs, les fonds d'investissement ne s'y trompent pas parce qu'aujourd'hui, c'est un des principaux indicateurs pour évaluer une marque de mode gagnante. C'est-à-dire qu'au-delà de l'évaluation d'une marque, au-delà de l'évaluation de son modèle économique et de son profil financier, en fait, on voit des fonds d'investissement qui aujourd'hui essayent d'apprécier la valeur client finalement des indicateurs comme on va voir après, comme un revenu moyen par client, comme une analyse de cohorte, deviennent des incontournables finalement dans l'analyse et dans l'audit financier des marques. Oui, je rebondis sur. C'est intéressant ce point-là parce que concrètement, ça veut dire que dans la lecture des actifs, cette partie-là, ça devient vraiment on va dire un must-have entre guillemets, et l'autre élément étant la RSE. Comme on ne l'évoque pas ce soir, mais en tout cas, les trois éléments, on va dire systématiquement regardés avant les chiffres économiques et financiers, c'est le brand, la raison d'être de la marque, sa valeur et sa proposition de valeur. Deuxièmement, la valeur client, et donc il y a systématiquement cette question-là, où est-ce que vous en êtes dans cette réflexion sur la valeur client, et puis la RSE. C'est les trois incontournables aujourd'hui, confirmés évidemment par les personnes qu'on a interrogées et ce que nous vivons nous quand on conseille les fonds à l'acquisition ou à l'achat, donc à la vente ou à l'achat. Donc c'est un marqueur en fait important. Oui, parce qu'en fait l'évaluation d'une valeur client, ça permet de jauger de la capacité d'une marque à recruter, à fidéliser, et puis aussi à piloter finement des retours sur investissement, notamment les investissements marketing, et du coup donc sa maturité à faire les bons arbitrages financiers. Et pourtant, en fait, on voit que c'est un sujet partiellement appréhendé. Donc, c'était les résultats des sondages qu'on a vus au début de ce webinaire. En fait, on voit qu'il y a un gros écart entre
est-ce que ce sujet est stratégique? Je dirais que l'ensemble des dirigeants disent oui. Et la réalité qui est de dire, est-ce que vous vous sentez bien avancé dans ce domaine-là? Et en fait, seuls 12% des dirigeants interrogés se sentent bien avancés là-dessus. Donc en fait, on voit qu'il y a une prise de conscience d'un enjeu d'activation et par contre une activation qui est en train de se faire, mais qui est finalement relativement faible encore aujourd'hui. Et encore une fois, nous, notre conviction, c'est que ce n'est pas un sujet qui est l'apanage des blockbusters internationaux qui nécessitent des capex et des investissements extrêmement forts en termes d'infrastructure IT. Et il y a plein de solutions, plein d'outils simples qui permettent de faire une stratégie de petits pas sur ce sujet et notamment permettre aux équipes métiers, marketing, data, clients, de commencer à analyser la data et en tirer des plans d'action opérationnels. On a essayé de synthétiser ce qu'apporte, comment la data amplifie la valeur client en 4 enjeux. Forcément, en amont de ces enjeux, ça nécessite de se poser la question à quels enjeux business j'ai envie de répondre avec la data et comment est-ce que j'ai envie d'aborder ce sujet-là. Sur les 4 enjeux, le premier, donc, c'est fédérer une communication autour de la marque. Je pense que c'est le plus évident. Beaucoup d'entre vous ont sans doute activé ce levier-là. En fait, hein. C'est comment est-ce que je prends les analyses des data clients pour en tirer une vision globale finalement de mes communautés clients. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que certaines marques ont vraiment axé leur stratégie data dessus et en ont fait un levier d'amplification de leur marque en développant du contenu de marque qui entre en résonance avec leur communauté et qui développe un sentiment d'affinité. Et c'est vrai que quand on regarde une marque comme Officine Générale et l'Instagram d'Officine Générale, en fait, on voit qu'il y a une communication qui est davantage sur l'univers d'Officine Générale versus une communication qui est axée sur le produit. Donc, fédérer une communication autour de la marque, c'est aussi se dégager du produit pour construire un storytelling autour de moments de vie, de voyage, de culture, mettre en avant des prises de position, notamment sur une dimension, on va dire, responsable, et utiliser les réseaux sociaux, et notamment, en fait, Instagram au cœur de cette politique-là. Le deuxième enjeu, c'est comprendre les attentes clients. Et alors là, forcément, c'est que tout le point, c'est la finesse dans laquelle on arrive à comprendre les attentes clients. Et en fait, la data permet de rentrer dans une finesse de compréhension beaucoup plus grande. La finesse de compréhension des tailles souhaitées, des formes, des goûts, des prix. Et c'est vrai qu'on prend toujours l'exemple de Zara qui est expert, mais en fait, son expertise dans la collecte et l'analyse de data client, c'est sa capacité à capitaliser sur l'ensemble des points du parcours client pour nourrir sa compréhension des attentes clients. Donc, la RFID, les navigations sur les pages web, et tout ça, finalement, remonter dans une base de données pour en tirer des analyses et des actions opérationnelles clés. À plus petite échelle, la compréhension des attentes clients, une marque comme Asphalt l'illustre bien. C'est-à-dire qu'avant de lancer un produit, l'envoi d'un questionnaire à une base de clients qui est fidèle et affinitaire, les clients qui répondent sur leurs irritants, leurs envies, le prix souhaité, les coloris envisagés du produit ciblé. Et c'est après analyse de ce questionnaire, finalement, qu'il y a un lancement de la production. Et donc, en fait, on voit que les clients deviennent un élément d'inspiration pour les équipes créatives, ce qui n'enlève absolument pas le travail de créativité et, je dirais, la patte singulière d'une marque, mais le client devient une source d'inspiration. Le troisième enjeu, c'est personnaliser la communication pour recruter et fidéliser les clients. Le constat, il est clair, c'est que les coûts d'acquisition ont augmenté de manière drastique et que finalement, face à cette augmentation des coûts d'acquisition de nouveaux clients, l'approche CRM traditionnelle qu'on appelle toujours RFM, donc je regarde la récence, la fréquence et le montant, n'est plus suffisante parce qu'elle est trop globale en fait. Donc elle est plus suffisante pour bâtir la relation client. Et pour essayer de faire en sorte de ne pas être trop impacté par cette augmentation des coûts d'acquisition, il y a la nécessité d'un ciblage de plus en plus précis et une communication
plus personnalisée pour qu'elle soit plus transformante. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit des marques qui ont 75% de leur chiffre d'affaires qui est réalisé par des clients qui sont déjà connus. Et alors forcément, c'est-à-dire que l'investissement dans une communication personnalisée versus l'investissement dans du mass média, là, la question, en fait, elle se pose. Quand on a 75% de son chiffre d'affaires qui est fait par des clients qu'on connaît, forcément, la tentation est d'aller plutôt travailler la personnalisation client. Et du coup, pour avoir le maximum d'efficacité, on retrouve l'agilité évoquée tout à l'heure. Il y a des logiques d'AB testing qui sont utilisées pour savoir combien de mails il faut envoyer, à quel jour, à quelle heure, finalement en faisant des retours d'expérience sur les modes de communication qui ont été réalisés précédemment. Le dernier enjeu, c'est prendre les bonnes décisions d'investissement. Donc, augmentation des coûts d'acquisition, on en a parlé. Pourquoi? Parce que finalement, en fait, il y a une hausse des tarifs des acteurs comme Facebook. Facebook, c'est quand même une augmentation des coûts d'acquisition qui font x2 en 3 ans, ou d'autres acteurs comme Google. Et en fait, c'est vrai que Facebook et Google, il y a 50% des dépenses de médias en ligne à destination de ces deux groupes-là. Donc, quand ils décident d'augmenter leurs tarifs, forcément, ça a un impact sur toute la filière. Par an, en moyenne, on est sur 20% d'augmentation sur l'ensemble des segments de dépenses de médias en ligne. Donc, on est vraiment sur des augmentations qui sont très fortes et qui impactent finalement les PNL et les budgets marketing de chacun d'entre vous. Et du coup, forcément, c'est que le retour sur investissement il est plus faible. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les investissements sont plus forts, on peut avoir on peut avoir des taux de conversion qui s'améliorent, mais pas à hauteur, je dirais, de l'augmentation de ces coûts. Donc, ça nécessite de cibler davantage les recrutements, de piloter plus finement les cohortes et du coup de suivre, et on va revenir sur cet indicateur-là, ce qu'on appelle la Customer Lifetime Value, c'est-à-dire la durée de la relation d'un client à une marque. Sur ce panneau, alors ce panneau il fait un peu jargonneux comme ça, mais finalement en fait on voit que travailler la data client c'est aussi se construire un cockpit stratégique qui intègre la valeur client comme des indicateurs clés. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui était partagé par l'ensemble des dirigeants qu'on a pu interroger. Et c'est vrai que quand on rentre dans le détail, ces indicateurs qui ont des acronymes anglophones et compliqués, finalement, en fait, c'est des éléments assez essentiels. Éléments essentiels pour augmenter la fidélité, pour développer des stratégies par zone géographique, pour augmenter le cross-selling, et puis, quand on regarde la partie cohorte, pour segmenter de manière plus fine les bases clients. Et si je prends un exemple, c'est vrai que l'exemple de la Customer Lifetime Value, donc c'est la somme des profits générés par un client au cours de sa vie, si je peux l'appeler comme ça, avec la marque, et de piloter ça, ça permet de rallonger, ou en tout cas d'essayer de rallonger la durée de la relation d'un client avec la marque. Et qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder, c'est quand est-ce que les décrochages se produisent, à partir de quel âge, à partir de combien d'achats. Et du coup, c'est qu'une fois que j'ai analysé les décrochages, je peux essayer d'y remédier avec, par exemple, un programme CRM personnalisé qui prend en compte des risques de décrochage d'un client avec une marque. Un autre exemple, c'est les cohortes, où en fait, on voit qu'on a des bases clients qui est nécessaire de segmenter via des groupes avec des caractéristiques communes, âge, lieu, sexe, pouvoir d'achat, et ainsi segmenter sa base client plus finement. Donc ça permet aussi d'analyser la rentabilité d'une cohorte par rapport à une autre, et du coup forcément de faire des investissements marketing en conséquence. Pour mettre en œuvre sa stratégie data, les prérequis, en fait, ils sont assez simples. Et je pense que c'est le message qu'on veut essayer de faire passer. C'est que c'est pas une usine à gaz. Et tous les acteurs peuvent définir une stratégie data indépendamment de leur taille, indépendamment de leur segment. Ça nécessite, certes, une implication des équipes fortes, notamment des équipes CRM. Et puis, ça nécessite des compétences spécifiques, mais c'est des compétences qu'on peut avoir en interne ou en externe. C'est vrai qu'on en a mis 3. Ce qu'on appelle data engineer, c'est la personne qui va faciliter l'accès à la data. Ce qu'on appelle data scientist, c'est la personne qui sera responsable de l'analyse de la data.
Et puis le business translator, il est clé parce que c'est celui qui va faire le lien entre la data et les enseignements, et puis les plans d'action opérationnels derrière. En termes de mise en œuvre, 3 grandes étapes. Donc, structurer la data client, c'est d'essayer d'être le plus exhaustif possible dans les données récupérées. Et puis, c'est surtout d'avoir une seule base de données. C'est vrai que nous, dans nos projets, on se rend compte que souvent, il y a 2 bases de données clients avec des informations qui sont éparses. Et du coup, forcément, ça complexifie. Donc, c'est une seule base de données avec le plus d'informations possible. Non pas qu'on se serve de l'ensemble des informations tout de suite, mais c'est-à-dire que plus on va avancer en termes de maturité et plus on va pouvoir complexifier les analyses en termes de croisement et en termes de champs investigués. Le deuxième point, c'est d'analyser les données et d'en tirer des conclusions. Et là aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas obligé d'investir dans des outils CRM très coûteux. C'est-à-dire que pour une jeune marque, un simple Excel finalement fait l'affaire. On voit même qu'il y a des outils en open source qui sont du coup accessibles pour tous. C'est vrai qu'on pense à Yeti Force par exemple. Et puis le dernier point, c'est passer à l'action de façon itérative. Donc le risque finalement, c'est de passer beaucoup de temps à structurer data et d'analyse et de laisser le passage à l'action dans un second temps. Alors qu'en fait, on se rend compte, et c'est vrai que les campagnes d'emailing sont un bon exemple, que c'est en se trompant qu'on adresse des emails qui sont plus personnalisés, plus justes, au bon moment, à la bonne fréquence, via le bon média. Voilà. Et c'est vrai que certaines jeunes marques ont pu intégrer la data client dès le départ, avec peu de moyens, et ont su activer ces indicateurs. Voilà en quelques mots ce qu'on souhaitait vous partager sur la valeur client. Peut-être Franck sur la partie innovation. Oui, tout à fait. Donc, vous l'avez vu précédemment, c'est le sujet qui est jugé par les dirigeants d'entreprise, les entrepreneurs et les acteurs de l'écosystème que nous avons rencontrés, comme d'une part celui qui est jugé pour l'heure, en tout cas pas tout à fait au centre des axes stratégiques qui sont suivis, et d'autre part, comme ça a été rappelé par Céline, la question de l'opérationnalisation qui a été aussi une des questions qui est revenue tout le temps dans nos préoccupations. Et on s'est trouvé face à des dirigeants qui justement éprouvaient des difficultés à savoir comment démarrer, comment opérationnaliser cette thématique-là. Donc bien sûr, vous vous rappelez que donc moins d'un dirigeant sur 2 a placé cet axe comme je dirais un axe dominant de leur stratégie. On ne voudrait pas que vous partiez sur l'idée que c'est pour cette raison un axe secondaire. En effet, ce qu'on pense, c'est qu'il a des liens étroits avec toutes les autres thématiques qu'on a pu présenter lors de ces webinars. On vient parler de data, évidemment, des solutions techniques et d'innovation technologique autour de la data. On va en mentionner certaines, mais c'est un des éléments, évidemment, moteurs qui permettent d'avancer sur ce sujet-là. On a parlé il y a 2 jours de RSE, et évidemment, il y a tout un pan des innovations technologiques qui sont développées aujourd'hui qui visent à minimiser l'impact social et environnemental de la mode, à fournir une meilleure traçabilité pour les entreprises. On peut parler de l'ensemble des sujets, et y compris celui de la culture, étant donné qu'à travers les contacts que nous avons pu avoir, ce qu'on a noté, c'est que finalement, le degré de maturité sur cette thématique-là de l'innovation, elle n'est pas liée à une taille critique, elle n'est pas liée à un positionnement, elle est encore une fois liée à une volonté, une incarnation des dirigeants qui décident par eux-mêmes d'avancer sur ces sujets et qui trouvent un écho évidemment dans leurs équipes et dans leurs organisations. Donc, ce n'est pas un sous-sujet, c'est au contraire un sujet qui a des correspondances très très étroites avec l'ensemble des thématiques qu'on a pu aborder. Donc, c'est quelque chose d'assez transversal, d'assez profond. C'est évidemment pas quelque chose de visible, c'est dans les organisations toujours, mais c'est ce qui soutient, c'est un facilitateur en tout cas de toutes les volontés, de toutes les stratégies qu'on peut avoir dans d'autres domaines. Donc évidemment, on peut imaginer que le secteur est un peu en retard, ou en tout cas qu'on n'a pas encore trouvé la manière de bien intégrer, mais
malgré tout, on a vu des acteurs qui étaient, comme on les qualifie aujourd'hui, digital native, donc qui ont vraiment fait de cette culture digitale un des éléments de leur singularité. Et d'autre part, pour nous, l'innovation, c'est pas que le digital, et on a considéré d'autres types d'innovation. Clarisse mentionnait plutôt l'innovation immatérielle, l'innovation en termes organisationnels, qui nous paraissent aussi tout à fait fondamentales et qui sont des leviers, encore une fois, d'avantages concurrentiels pour les acteurs. Donc, quel que soit le statut, quelle que soit la taille, notre conviction, encore une fois, c'est de dire qu'il y a tout je dirais un panel possible d'innovations qui sont ouvertes pour les différents acteurs. Donc, ce que je vais vous présenter là, et qui est juste un extrait de l'étude et quelque part une traduction de notre volonté dans celle-ci, c'était d'une part de fournir une rapide cartographie des différentes technologies qui impactent, soit qui sont nées, générées par le secteur, soit qui viennent redessiner le secteur, mais qui sont aussi appliqués dans d'autres domaines. Et d'autre part, ce sujet de comment on y va, comment on opérationnalise concrètement et comment on avance sur cette dimension-là. Donc, je le disais, deux grandes thématiques clés qui sont cette recherche, d'une part, de réinventer et de renouveler sa proposition de valeur, et d'autre part, de gagner en efficience. Donc, on va revenir sur cette slide-là peut-être un peu plus tard, mais on est clairement sur ce sujet de l'impact de l'innovation sur les modèles économiques dans le cadre de cette étude. On peut revenir à la slide précédente parce que précisément, comme pour les autres thématiques, on est parti de pépites, donc de cas vraiment concrets d'entreprises qui nous paraissaient être les plus avancés, ou en tout cas des cas assez inspirants par rapport à cette thématique-là. Et donc, une entreprise qui revient évidemment dans les discussions, c'est Uniqlo, qui a montré qu'il était possible, malgré un positionnement prix extrêmement abordable, malgré des contraintes industrielles qui sont celles d'un retailer classique aujourd'hui, d'intégrer à 100% au cœur de sa proposition de valeur ce sujet justement de l'innovation et de la différenciation produit via l'innovation, donc à travers des fonctionnalités que vous connaissez, et la manière donc d'intégrer ces innovations textiles qui permettent de lancer de nouvelles lignes de produits. Au point que le dirigeant, le président d'Uniqlo, qualifie aujourd'hui l'entreprise non pas d'entreprise de mode, mais d'entreprise de technologie. Donc c'est évidemment un exemple à regarder. Qu'est-ce qui a fait que ce modèle a tenu et a rencontré autant de succès? D'abord, c'est évidemment une taille critique qui a fait que les coûts un peu incompressibles, quelque part, liés à l'innovation, sont amortis sur des lignes assez longues. Et d'une manière générale, on peut dire que les acteurs du sportswear, de l'athleisure et du luxe, qui sont ceux qui sont plutôt dans une avance un peu plus forte sur ce sujet-là, bénéficient justement soit de cette capacité à amortir les coûts sur des quantités importantes, soit sont moins sensibles à la question des prix et donc sont capables de l'imputer aussi dans leur prix de vente. Donc c'est pour ça que ces deux catégories d'acteurs-là sont plutôt plus importants. L'autre élément qui est vraiment fondamental, c'est ce raisonnement en termes d'écosystème. Uniqlo, c'est une entreprise qui, depuis les années 80, a noué des liens avec des centres de recherche, avec des entreprises de l'amont, des filateurs, des gens qui font de la recherche dans les fibres, et a noué des partenariats stratégiques avec eux pour, quelque part, un peu orienter la recherche. Un des éléments qu'on observe souvent quand on analyse le rapport de la filière mode à l'innovation, c'est qu'on a d'une part des entreprises qui arrivent avec des briques technologiques nouvelles et qui ne sont pas forcément au clair sur les usages, et d'autre part, des marques de mode qui verraient bien la manière de valoriser ces innovations, mais ont une culture justement de ces technologies et des potentialités qui existent aujourd'hui qui est assez faible. Donc ce rôle de pivot, aujourd'hui, il doit être renforcé pour créer ces ponts entre ces acteurs de l'amont et de l'aval qui se connaissent assez peu. Et donc Uniqlo est un exemple d'entreprise qui a su casser cette barrière amont-aval pour trouver des débouchés et trouver une viabilité économique à des innovations qui sans cette orientation-là et sans ces débouchés, auraient pu rester anecdotiques. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer de cet exemple-là? D'abord, pour les marques et pour les acteurs de l'aval, d'avoir une vision assez claire sur les fonctionnalités attendues, sur les bénéfices clients. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être investiguées par les retailers et par les marques pour orienter quelque part et, je dirais, clarifier la demande qui est adressée à l'amont. On a un peu
parfois dans les entreprises de l'amont cette espèce de push technologique qui fait que on ne sait pas très bien quel va être le vrai marché, la vraie proposition de valeur qui va permettre de valoriser leurs innovations. Donc il y a ce travail, cette dialectique à créer entre l'amont et l'aval, et notamment les marques ont un rôle à jouer là-dedans, en utilisant peut-être des matrices qui mettent en regard, par exemple, l'intérêt plus ou moins grand pour un client d'un bénéfice produit, et d'autre part, l'accessibilité en termes de coût et de maturité des technologies. Ça permet comme ça de lire un petit peu les technologies qui sont aujourd'hui disponibles et de voir lesquelles méritent d'être vraiment poussées et intégrées dans leur offre. Et puis, on a remarqué aussi, c'est un retour qu'on a eu des différents experts de l'innovation qu'on a pu interroger lors de cette étude, que le secteur a un peu la réputation d'avoir plus une culture de la nouveauté qu'une vraie culture de l'innovation. Même au sein des groupes de luxe, même au sein des acteurs qui ont les moyens de travailler avec des entreprises innovantes ou des startups, il y a souvent cet effet un peu du shiny object, donc de la nouveauté. Donc il y a une nouvelle technologie qui émerge, on va trouver un cas d'usage assez simple et on le met en place, on va faire un proto et ça n'ira pas plus loin. Et ça se passe pour beaucoup de sujets, sur les matières, sur des usages aussi liés au digital, alors que d'autres secteurs jouent la carte quand même un peu plus de la continuité et de l'innovation qui suppose d'avoir un engagement sur le long terme et une vraie vision, encore une fois, une vision claire du bénéfice produit qui est attendu par les clients et qui peut être proposé par l'entreprise. Donc, il y a encore une fois ces potentialités qui existent. Aujourd'hui, évidemment, on est encore sur un démarrage de ce mariage ou de ces relations. Donc, si on revient maintenant aux composantes d'un modèle économique, donc on a isolé ces deux composantes qui sont d'une part la proposition de valeur, le côté front office, donc ce que le client va percevoir et la valeur qu'il va mettre justement dans le produit, et d'autre part en back office plutôt l'efficience opérationnelle. On voit que des nouvelles technologies, des briques technologiques qui sont apparues ces dernières années permettent de renforcer ces deux éléments. Donc on peut vraiment repenser son modèle économique à l'aune de toutes ces innovations. Donc sur le côté évidemment de l'offre, on peut penser à tout ce qui va être de l'ordre du renouvellement du storytelling ou du renforcement de la singularité produit, notamment par l'innovation. Des services additionnels qui peuvent être proposés aux clients dans tout le parcours d'achat et qui contribuent encore une fois à construire la valeur et la singularité d'une proposition. Et puis, Igor a évoqué aussi le sujet précédent, je ne m'étendais pas, mais le renouvellement des techniques de ciblage client et le passage de cette logique très, effectivement, axée sur des critères classiques, je dirais, d'appartenance versus ce qu'on est capable de faire aujourd'hui par rapport à des comportements qui sont mesurés en temps réel. C'est évidemment un champ tout à fait fantastique d'innovation et de performance pour les entreprises. Plutôt sur le back-office, évidemment, la data, le renouvellement, encore une fois, des techniques et des systèmes d'information permet d'une part une meilleure traçabilité. On est dans une phase d'incertitude très forte, donc la question du pilotage est évidemment fondamentale, et d'autre part, la demande croissante dont on a parlé mercredi quand nous évoquons le sujet de la RSE des clients sur la traçabilité, notamment des process, c'est quelque chose qui, encore une fois, peut être adressé via ces outils technologiques. Donc, on s'est livré à ce travail de cartographie, effectivement, on peut passer, qui est assez compliqué, hein. Il se passe des choses, évidemment, tout le temps et dans tous les échelons, quelque part, de la filière, que ce soit au sein de la filière elle-même ou dans d'autres secteurs d'activité sur des technologies qui peuvent avoir un sens pour nos métiers. Et donc, on vous livre, encore une fois, quelques pistes, quelque chose qui se passe par strate et pour les différentes phases de notre secteur, en séparant, encore une fois, les techniques plutôt endogènes, donc générées par la mode elle-même, ou exogènes, donc importées d'autres secteurs d'activité. Donc, si on pense par exemple au sourcing, évidemment, il y a toutes les recherches qui sont faites actuellement sur des nouvelles fibres, nouveaux matériaux qui, évidemment, tendent à minorer l'impact environnemental par une moindre utilisation d'intrants, une moindre utilisation d'eau, et on parlera plus tard de Daiku, qui est un exemple d'entreprise qui est vraiment à la pointe sur ce sujet-là et qui rencontre un succès très très important. On a aussi fait un petit focus sur les biotechnologies. Ça nous paraît être
un domaine dans lequel non seulement la France a des atouts, mais en plus qui, en termes d'innocuité, en termes je dirais, de capacité à être intégré dans la filière, est encore balbutiant et promise à un bel avenir selon nous. En termes dans la création de merchandising, donc évidemment, on a en interne tous les outils de conception 3D. On a parlé encore une fois la dernière fois d'éco-conception, donc on est dans cette optique du zero waste ou des solutions cradle to cradle, donc une conception d'un produit qui va être directement dès la création pensée en termes d'économie circulaire. Donc ça, c'est vraiment des thématiques très très fortes dans le secteur et sur lesquelles beaucoup d'acteurs se positionnent aujourd'hui. Quant aux technologies qui sont plutôt exogènes, évidemment l'intelligence artificielle qui a un impact, vous le voyez, assez transversal de la création à la distribution, dans la création à travers l'utilisation notamment des GAN, donc ces réseaux neuronaux qui permettent l'identification de patterns de création et qui permettent de proposer des créations qui ont le goût quelque part d'une marque, par exemple. Même chose pour la blockchain, un usage assez transversal à toutes les étapes. Donc ça, c'est vraiment des briques technologiques très importantes et la plupart des acteurs du luxe et de la distribution se sont déjà quand même bien positionnés sur ces thématiques-là. Le sujet de la production à la demande, on a évidemment parlé dans l'étude de Tekin, qui est un peu une des pépites de la French Tech, incontournable aujourd'hui. Et puis, des acteurs qui, dans une phase post-Covid, connaissent évidemment un essor important, tous les showrooms digitaux, donc retrouver un accès à la mer dans un contexte où les acheteurs internationaux ne peuvent plus venir à Paris et ne se déplacent plus. Évidemment, tous ces acteurs-là, qu'ils soient français, anglais, américains, ont vécu un momentum extrêmement fort au cours des dernières saisons, et c'est en vertu de l'effet de cliquet qu'on connaît bien, des choses qui sont aujourd'hui adoptées et sur lesquelles on ne reviendra vraisemblablement pas, donc qui sont là pour rester. Alors toutes ces innovations n'ont pas le même potentiel et pas la même capacité je dirais, à renouveler la manière de travailler dans le secteur, et c'est à chacun des acteurs en tout cas d'identifier quel est le mix technologique, quel est le sujet sur lequel il est plus pertinent d'avancer. Donc évidemment, entre l'amont et l'aval, il y a déjà un choix important à faire. On peut continuer à avancer. Typiquement, voilà, pour vous donner l'exemple de Daiku, qui est encore une fois une entreprise qui, je ne rentre pas dans les détails techniques, moi-même j'ai eu du mal à aller comprendre tout ça, mais c'est une utilisation d'une technique qui s'appelle le CO2 supercritique qui permet encore une fois de minorer au maximum l'usage d'intrants chimiques et d'eau, ce qui fait qu'on peut faire de la teinture quasiment sans eau et sans intrants chimiques, ce qui est une innovation assez forte. Et cette entreprise-là rencontre un succès assez colossal. Il y a des partenariats avec Nike qui ont été signés, des acteurs en France aussi qui travaillent avec elle. Donc c'est encore une fois, une des pépites que nous avions identifiées et qui nous paraissent inventer des futurs possibles qui sont tout à fait prometteurs. Alors, on parle également d'autres types d'innovations. On a en tête évidemment le potentiel que peuvent représenter l'intelligence artificielle, la blockchain, mais on a aussi mis je dirais, en lumière de nouvelles organisations, donc des innovations plutôt organisationnelles, et notamment ce qui se passe, encore une fois, entre les marques et leur écosystème. Donc l'innovation technologique, c'est qu'un des aspects que nous avons traités. Et on voit donc dans un modèle où on a l'impression que des grands acteurs, que ce soit dans l'univers du luxe ou de la distribution, ont un peu verrouillé les choses parce qu'ils ont une taille critique telle et un modèle économique qui a fait ses preuves, donc ils sont un peu inattaquables. On voit des acteurs qui sont plutôt des challengers ou même des acteurs plutôt émergents qui s'organisent différemment pour, malgré tout, construire un avantage concurrentiel et arriver à pénétrer ces marchés et à rencontrer un succès important. Donc je ne parle pas évidemment de toutes les DNVB qui ont connu le développement qu'on connaît sur toute la décennie 2010-2020. Mais en parlant des acteurs comme Expérience Capital ou d'autres groupes, on a évidemment identifié ce modèle, et quand on parlera justement des modèles gagnants, c'est un des modèles sur lesquels on a mis l'accent. Mais quand même, ce travail, cette idée de pouvoir mutualiser entre plusieurs marques des compétences humaines, des moyens financiers, etc., c'est évidemment quelque chose qui peut tout à fait nous inspirer. De la même manière, New Guards Group, donc, qui incarne, alors vous ne voyez pas, c'est un peu petit, mais toutes ces marques
qui rencontrent un succès énorme, notamment Off-White, je dirais la capacité qu'a ce groupe à mettre au service de ces marques-là une logistique extrêmement puissante, flexible, une supply chain dédiée en Italie avec des usines qui tournent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec une vraie flexibilité. Donc ce nouveau type de partenariat industriel qui émerge donc en Italie, qui émerge au Japon, qui émerge en Belgique, nous paraît être aussi une voie qui a creusé en tout cas, qui peut nous inspirer entre des acteurs hexagonaux. Et donc la performance, en tout cas la désirabilité de ces marques, font qu'aujourd'hui ce modèle est tout à fait inspirant. Le modèle de Copernic, c'est encore une fois un modèle un peu différent. Si on fait une analogie, ce serait ce qu'on pourrait appeler une design factory, c'est-à-dire des projets qui sont un peu incubés dans un environnement un peu plus large, industriel et de distribution, là appliqué à la mode. Donc Tomorrow, c'est un groupe encore une fois italien, historiquement plutôt spécialisé dans la distribution B2B, mais qui s'est vraiment développé, qui a aujourd'hui des compétences dans le digital et dans plein d'univers, qui réfléchit aussi à une forme d'intégration verticale et de présence aussi dans la sphère de la fabrication, qui commence à investir sur la durée sur des acteurs, et notamment Copernic, la relance de la marque Copernic, qui avait une première vie sur un schéma classique de marque créative, s'est relancée avec Tomorrow, avec l'appui de Tomorrow, et avec un succès dès la première saison, parce qu'il y avait une crédibilité, une capacité logistique derrière à embrayer qui n'était pas celle d'une marque créative, je dirais, traditionnelle. Donc, tous ces acteurs qui n'ont pas un pouvoir de marché important, que ce soit les marques émergentes, les fabricants, les prestataires, ont tout intérêt à trouver justement la manière de nouer ces partenariats et à bâtir à travers donc, cette mutualisation, l'échange d'informations aussi, cette agilité qui leur permet encore une fois de s'inscrire avec succès dans un contexte on ne peut plus incertain, comme l'a dit Céline en ouverture de séminaire. Donc c'est en quelques mots voilà, brosser cette partie sur l'innovation. C'est un sujet très foisonnant, vous l'avez compris, mais on a tenté de faire une synthèse qui nous paraît être assez fidèle aux enjeux contemporains. Et encore une fois, la conclusion de tout ça, c'est certes, le sujet peut apparaître comme moins prioritaire ou en tout cas moins mature que d'autres, mais il est vraiment transversal et chacun des acteurs, quelle que soit sa taille, son ancrage, son positionnement, a vocation à piocher justement dans ces solutions et dans ces outils parce qu'ils deviennent aujourd'hui incontournables dans la réussite des acteurs de notre secteur. Voilà. Merci Franck. Merci beaucoup Franck. Juste pour compléter, juste par rapport à ce sujet-là, c'est vrai que vous verrez dans les caractérisations des modèles gagnants, et tu l'as évoqué, on a quand même dans ce qu'on a appelé les blockbusters internationaux, donc les grandes marques, en particulier les marques de sport, etc., mais pas que les marques de sport. On voit bien ce travail qui a été mené de leur part depuis 5 ans en particulier, d'investissement massif sur la data et l'innovation. Et c'est vrai qu'on a un peu cette idée de dire c'est l'apanage aujourd'hui des grands et des gros. Et en fait, je rebondis sur les exemples que tu évoquais qui sont des exemples hyper intéressants, c'est qu'il y a une inflexion aujourd'hui nouvelle qui est quand même cette idée de pouvoir aujourd'hui travailler dans des logiques d'écosystème et où même quand on est une marque, et nous on a eu pas mal d'exemples d'alliances, de partenariats, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est aussi dans, je sais que c'est un des sujets de prédilection de Clarisse, dans un contexte où soit la filière se réinvente, chaque entité a vocation à se réinventer, mais cette réinvention, elle se passe aussi autrement que dans une logique de réinvention seule. Et c'est vrai qu'émergent aujourd'hui des logiques de plateformes diverses et variées, que ce soit sur l'amont, sur l'aval. Et moi, je vous invite à regarder ce qui se passe aujourd'hui dans ces logiques d'écosystèmes beaucoup plus ouverts, parce que je pense que l'imbrication des uns des autres, que ce soit sur un sujet ou sur une verticalité, je pense qu'il y a un vrai facteur clé de succès, et pour chacune des marques, et pour l'ensemble de la filière. Et c'est vrai que cette notion de compétition, où aujourd'hui on a pu observer des acteurs qui partagent des bons de commande pour pouvoir aussi gagner des appels d'offres, etc., ça se passe aujourd'hui d'ores et déjà en France sur l'amont. Et je pense que sur les logiques de plateforme, et notamment sur les plateformes innovation, sur les questions de Green Factory en particulier, il y a énormément d'initiatives sur lesquelles les marques peuvent se greffer et contribuer. Voilà. Le mot de la fin d'abord, c'est merci à vous tous de votre attention. Je pense que le
leçon, en tout cas, la principale conclusion auquel on a envie de partager avec vous, c'est un message positif, hein, de se dire qu'aujourd'hui, même dans ce contexte dur, chamboulé, imprévisible, les futurs possibles et les axes de progrès activables sont multiples. Ils sont activables sur de nombreux paramètres. Il n'y a pas de vision univoque, il n'y a pas un modèle gagnant unique et mimétique. Et donc, l'histoire et la partition s'écrit pour chacun d'entre vous, et avec cette idée d'y aller aussi pas à pas. Et ben, écoutez, n'hésitez pas, si vous voulez intervenir, si vous avez des questions, on est à votre disposition pour quelques minutes. Alors, il y a une question d'Odile Dalla-Barba, donc effectivement sur la question de potentiels partenaires, sur des collaborations encourageantes. Je pense qu'il y a aujourd'hui beaucoup de choses qui avancent. Je ne sais pas si Clarisse, tu souhaites dire un mot là-dessus. Je ne sais pas si Clarisse est encore connectée. Il y a notamment, enfin moi, si je vous donne un exemple très concret, il y a la plateforme donc Savoir-faire ensemble, hein, qui peut être un exemple de plateforme intéressante. Qui vise à justement pouvoir favoriser l'articulation entre les marques et une partie de les fabricants français, et au-delà de la fabrication, et pour dépasser le stade de la fabrication de masques, mais pour pouvoir aussi travailler dans les logiques de donneurs d'ordre. Franck, je ne sais pas si toi tu veux ajouter, si tu as d'autres. Moi, un retour, il se trouve que je fréquente voilà, pas mal de startups, à Station F notamment. Je baigne un petit peu aussi dans cet écosystème-là. Et quand je les rencontre, ce qui me frappe, c'est il ne faut pas avoir de prévention en tant que marque, même si on n'est pas Vuitton ou Chanel, pour aller les voir. Ils sont vraiment en demande justement de tester, de mettre en œuvre leur technologie. Souvent, ils sont prêts à faire des efforts financiers, voire de travailler quasiment pour rien, juste pour justement se confronter à cette réalité du marché, à cette réalité de notre secteur, à la viabilité de leurs solutions. Donc, il ne faut pas avoir de prévention. On peut contacter facilement ces acteurs-là. Et voilà. Et même si on est une marque assez émergente, je vois des solutions qui sont implémentées d'abord chez des acteurs plutôt un peu moins connus et d'un peu plus petite taille, avant de travailler avec des grands noms. Donc, eux sont tout à fait, en tout cas, en demande de contact et ouverts à des collaborations. En tout cas, sur ce schéma d'entreprise-là, leur intérêt, c'est de se confronter le plus rapidement possible à la réalité du marché, donc, et de voir si leur solution, effectivement, est pertinente, s'ils doivent leur travailler dans cette optique un peu de test and learn dont on parlait précédemment. Donc voilà, pas de prévention à avoir, même si on n'est pas une marque très connue, très avancée. Malgré tout, vous êtes en tant que marque, des cas intéressants, des cas d'usage extrêmement importants pour ces innovateurs, au sens large. D'autres peut-être questions, remarques? Alors, pour répondre à la question sur est-il possible de revoir ce webinaire, en fait, concrètement, en fait, ce webinaire, le contenu est vraiment intégré dans l'étude. Donc, je dirais que la subscientifique moelle et le détail, vous l'avez vraiment à disposition. Donc, avec l'étude téléchargeable, hein, sur les sites de l'ensemble des fédérations, donc totalement disponible. Donc, vous n'aurez pas nos voix, mais vous aurez les écrits. Voilà. Avec, comme je l'évoquais, plein d'exemples et plein d'illustrations, et donc totalement disponible. Écoutez, s'il n'y a pas de questions, merci infiniment de votre attention. Bon week-end à tous, et puis écoutez, au plaisir d'échanger sur ces sujets à votre convenance. À très bientôt, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.